Mais ça marche sur ma machine. C'est certainement le genre de justification que tu as déjà entendu lorsqu'il y a un bug qui n'est pas facilement reproductible. Le bug peut arriver sur la machine de ton collègue si tu travailles en équipe, mais jamais sur la tienne. Ou encore, ce bug peut arriver sur les serveurs de production, mais jamais dans l'environnement local de développement. C'est justement pour éviter ce genre de casse-tête liés à l'environnement que des outils comme Docker et Docker Compose ont été créés. Dans cette vidéo, je vais te montrer une configuration que tu pourras réutiliser sur chacun de tes projets Symfony. Configuration des bases. Moi, c'est Bernard NG. Si Symfony et PHP t'intéressent, n'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner pour ne rien manquer. Pour te montrer comment ça marche, j'ai créé un petit projet Symfony avec un système d'authentification complet. En tapant la commande make user, make registration form et make security form login. Ça va générer un projet simple et la particularité ici, lorsque l'utilisateur crée son compte, il y a un mail qui lui est envoyé. Sur les récentes versions de Symfony, 2 fichiers supplémentaires sont créés avec le skeleton par défaut. Le fichier compose.yaml et le fichier compose.override.yaml. Le fichier compose.yaml va venir définir certains services que nous allons utiliser, mais ne t'en fie pas, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Et le fichier docker compose.override va tout simplement permettre de surcharger ou de personnaliser la configuration de Docker Compose. Mais qu'est-ce que c'est que Docker ? Docker, c'est tout simplement une plateforme qui permet de créer, déployer et exécuter des applications dans des containers. Et un container, vois ça comme une petite machine virtuelle. Il contient tout ce dont une application a besoin pour fonctionner, mais ils sont beaucoup plus légers, beaucoup plus rapides que les machines virtuelles. Donc Docker va faciliter et garantir que ton application fonctionne partout où il y a Docker d'installer. Et ça simplifie justement le partage de projets entre développeurs. Et c'est aussi intéressant si tu veux reproduire tes environnements de production en local. Plutôt qu'installer manuellement les différentes versions des logiciels comme PHP, la base de données, les serveurs de mail, on peut utiliser Docker pour tout encapsuler en un seul endroit et décrire notre environnement sous forme de code. Docker Compose, lui, de son côté, va te permettre de gérer plusieurs containers en même temps. Lorsqu'on a une application web, vous pouvez le voir dans le fichier compose.yaml, on va utiliser plusieurs services. Par exemple, un service qui va contenir la base de données, un service qui va contenir le serveur de mail, etc., etc. Et tous ces services, il faut faire en sorte qu'ils communiquent entre eux. Donc, il faudra qu'ils soient dans le même réseau, etc., etc. Et pour simplifier la tâche, plutôt que de taper des commandes et des commandes, on peut utiliser Docker Compose. Donc, avant de poursuivre avec cette vidéo, tu dois te rendre sur Docker et installer Docker sur ta machine si ce n'est pas déjà fait. Je te recommanderais aussi d'installer Docker Desktop si tu veux avoir un visuel plutôt intéressant. En soi, tout ce que nous utilisons comme service dans notre application sont basés sur ce qu'on va appeler une image. Une image, c'est comme un modèle. Il va contenir tout ce qu'il faut pour lancer un container. Par exemple, le système, les applications, les dépendances et tout ce qui va avec. On voit ça comme une classe. Une classe va décrire les propriétés et les méthodes. Et un objet, c'est l'instance d'une classe. Ici, un container, ça sera une instance d'une image. Donc, un container, c'est une image qui est en cours d'exécution. Et Docker, c'est ce qui permet d'exécuter justement ces images-là. Voilà pourquoi le logo de Docker, c'est cette baleine qui prend des containers et ces containers, c'est tout simplement des nombreuses images en exécution. Pour être plus concret, comment ça fonctionne sur un projet Symfony? Ici, j'ai besoin d'une base de données pour enregistrer mes utilisateurs. Plutôt qu'installer manuellement la base de données sur ma machine, je peux utiliser Docker et décrire quelle base de données j'ai besoin et ça va créer un container qui sera au fait cette base de données-là. Par défaut, tout ce qui est dans un container est temporaire. Si tu redémarres le container, les données sont perdues. Voilà pourquoi les volumes sont importants. Ils vont permettre de sauvegarder les données en dehors du container. Pour une base de données, c'est plutôt important qu'il y ait cette persistance-là. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour l'instant. Alors, sur un projet Symfony classique, j'aurai besoin d'une base de données, évidemment. Je vais donc supprimer le fichier compose.override par défaut et on va se concentrer uniquement sur le fichier Docker Compose. Je vais tout supprimer et on va repartir de zéro. Ici, je vais définir les différents services que j'aurai besoin. J'aurai besoin d'une base de données
et je vais utiliser MariaDB plutôt que PostgreSQL. Donc ici, je peux utiliser une image de MariaDB et je peux préciser la version, ça sera la version 10.7.3. Enfin, quelques variables d'environnement pour que ça puisse fonctionner. Donc j'aurai des environnements qui sont relatifs à MariaDB, par exemple le nom de la base de données, le mot de passe de l'utilisateur, route et tout ce qui va avec. Une fois que ces variables sont définies, je vais devoir préciser où est-ce que les données de ma base de données seront stockées. Pour ça, j'ai besoin de ce qu'on appelle des volumes que j'ai expliqué précédemment. Je vais donc préciser que pour tout ce qui concerne les données de ma base de données, database data, je vais tout envoyer vers var lib MySQL et ça sera en écriture et en lecture. Database data n'existe pas. Pour ça, je vais devoir créer une nouvelle clé en dehors de la clé des services que j'ai configurée juste au-dessus, une clé volume. Et je vais venir préciser database data et c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Vous pouvez préciser énormément des choses là, mais je vous laisserai regarder la documentation pour ça. Je peux aussi préciser que cette base de données sera dans un réseau. Donc, je peux préciser différents réseaux et là, je vais appeler ça app network. Mais ce n'est pas important parce que par défaut, tous les services qui sont définis dans le même fichier Docker Compose seront dans le même réseau. Là, donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'il est possible de définir plusieurs réseaux et vous pouvez comme ça gérer vos différentes applications ou vos différents services avec des réseaux différents. Voilà tout pour la base de données. Il y a un outil que j'aime beaucoup utiliser lorsque je suis en développement, c'est AdsMiner. AdsMiner me permet tout simplement de voir qu'est-ce qu'il y a dans ma base de données et me permet de débugger si mes requêtes fonctionnent comme il faut. Donc, je peux rajouter AdsMiner comme service et ça va se baser sur l'image de AdsMiner, donc l'image officielle, et on va prendre la dernière version. Alors, ces images, je ne le sors pas de mon chapeau. Il y a ce qu'on appelle le Docker Hub. Le Docker Hub contient toutes les images officielles et vous pourrez retrouver les différentes images comme l'image de Nginx et on vous explique comment installer, quelles sont les différentes versions, etc. etc. Donc voilà, je me base sur l'image officielle de AdsMiner. Il faut savoir que vous avez aussi la possibilité de modifier une image. C'est ce que nous allons faire lorsqu'on va créer le service PHP. Donc ici, ce service va dépendre de ma base de données. Donc ça ne sert à rien de le lancer si ma base de données n'est pas up. Je peux aussi préciser les variables d'environnement qui sont relatifs à ce service. Donc par exemple, dans quel environnement je suis? Je suis en environnement de dev par défaut. Et je ne sais pas pourquoi VS Code essaye de compléter bizarrement le YAML. Et je peux préciser par exemple quel design j'aimerais utiliser et quel serveur on va utiliser par défaut. Donc par défaut, lorsque AdsMiner va se lancer, il va se lancer en se connectant au service database qui est ma base de données MariaDB. Et là, la question que tu peux te poser, ça sera comment accéder à AdsMiner une fois que le container sera lancé. Pour ça, on peut faire du port forwarding. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le container de AdsMiner, en tout cas, lui, va tourner sur le port 8080. Mais ce port-là, c'est dans le container et on n'a pas accès à ce port via la machine hôte. Pour pouvoir le faire, on va faire ce qu'on appelle du port forwarding. Ça veut dire qu'on va rediriger le port 8082 dans notre cas, vers le port interne 8080 du container. Ce qui va nous permettre d'accéder au container AdsMiner en accédant au port 8082 sur notre machine. Après, on peut préciser le même réseau. Donc ici, ça sera aussi App Network. Maintenant que ceci est fait, il y a un dernier service qui sera important avant de toucher au serveur web et à PHP, c'est pour envoyer les mails. Pour ça, on a besoin d'un mailer. Vous ne pouvez pas installer un serveur SMTP. Il y a plutôt des outils intéressants qui vous permettent de tester les mails en local. Donc ici, j'aurai un dernier service mailer qui sera basé sur l'image que Symfony propose d'ailleurs par défaut, MailPit. J'y arrive. Voilà, MailPit. Et pareil, pour accéder à ce service via notre machine, il y a deux ports qu'on doit configurer. Il faut savoir qu'il y a le port SMTP qui va permettre d'envoyer les mails, mais il y a aussi le port du serveur web qui va nous permettre d'afficher les mails qui ont été envoyés. Donc pour ça, je vais prendre le port 1025 sur ma machine et je vais le rediriger vers le même port 1025 dans le container. Et pour la partie visuelle, pour la partie interface, ça sera
80-25 et 80-25. Je ne change pas grand-chose à ce niveau-là. Pour les variables d'environnement à ce niveau, vous pouvez définir si vous acceptez les connexions non sécurisées, c'est-à-dire pas d'encryption, pas de SSL. Après ces variables d'environnement, je ne les sors pas de mon chapeau. Je vous laisserai regarder la documentation de l'image officielle sous Docker Hub pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme paramètres à utiliser. Enfin, je remets tout dans le même réseau. Ça sera App Network. Maintenant que ceci est fait, vous aurez remarqué, il nous manque deux pièces importantes pour que notre application fonctionne. C'est une application Symfony, il faut donc du PHP. Quand on regarde l'image officielle de PHP, donc vous pouvez chercher sur Docker Hub, vous allez voir que c'est une image minimaliste qui ne va pas inclure toutes les extensions, par exemple, importantes pour fonctionner avec Symfony. Et si vous cherchez Symfony Requirements, vous allez voir qu'il y a des extensions qui sont importantes au bon fonctionnement de Symfony. Ça veut dire que là, on est obligé de modifier l'image par défaut de PHP pour pouvoir inclure les extensions qui ne sont pas incluses par défaut et avoir certaines façons de personnaliser notre image. Par exemple, changer la configuration ini, etc., etc. Donc là, on n'a pas vraiment le choix. On doit créer notre propre image et vous verrez, c'est très simple. Pour ce faire, au niveau de mon projet, je vais créer tout simplement un nouveau dossier Docker et à l'intérieur, je vais créer un nouveau dossier PHP. Et à l'intérieur de ce dossier PHP, je vais créer un fichier Dockerfile. Ce n'est pas une extension, c'est juste un fichier qui s'appelle Dockerfile. À l'intérieur de ce fichier Dockerfile, je peux décrire à quoi va ressembler mon image. Et comme je ne vais pas partir de zéro, je peux tout simplement dire que mon image va se baser sur l'image officielle de PHP, la version 8.3, vous pouvez utiliser la 8.4 si vous voulez, de FPM Alpine. Alpine ici, c'est le système d'exploitation, c'est comme Ubuntu, Windows et tout ce qui va avec, sauf que c'est un système d'exploitation assez léger. Je vais commencer par installer Git curl batch qui va me permettre justement d'installer les différentes dépendances un peu plus tard. Après, pour installer les extensions, on serait tenté de taper la commande apt-get suivi du nom de l'extension. Sauf que ça ne marchera pas vraiment. Et pour ça, il y a un outil que vous pouvez utiliser, donc voilà, qui se trouve sur GitHub et qui permet d'installer plus facilement les extensions PHP. Ne vous en faites pas, vous aurez le code source en description. Après, une fois que cet outil sera téléchargé, je peux le rendre exécutable en tapant la commande chmod plus x suivi du nom du fichier que je venais d'installer. Ensuite, je pourrais maintenant préciser les différentes extensions que j'aimerais installer. Ici, je vais installer l'extension opcache icon vswap zip intel file info comme c'est recommandé par Symfony, tout simplement. Et une fois que toutes ces extensions sont installées, j'aimerais aussi installer Composer dans mon image de façon à ce que la commande Composer soit disponible dans mon container. Pour ça, j'installe Composer depuis l'installateur de Composer qui se trouve en ligne. Enfin, je vais préciser le Working Directory. Ça permet de définir le répertoire de travail par défaut à l'intérieur du container. C'est dans ce répertoire que les commandes vont être exécutées, sauf indication contraire. Pour utiliser ma version de PHP avec Docker Compose, je vais venir préciser un service qui va s'appeler sobrement PHP. Et plutôt qu'utiliser une image officielle, je vais construire une image à partir d'un Dockerfile. Et pour ce faire, j'utilise la directive build et je précise le chemin vers le Dockerfile. Ici, ça sera Docker PHP. Je n'ai pas besoin de préciser Dockerfile parce qu'il va chercher précisément où se trouve ce fichier-là. Pour PHP, j'aurai besoin aussi du volume parce que le code source de notre application devra être dans ce container-là pour être exécuté. Voilà pourquoi ici, je vais créer un volume et je vais dire que tout ce qui est dans le dossier, c'est-à-dire tout ce qu'il y est dans mon répertoire actuel, va directement se retrouver aussi dans mon container. Delegated. Voilà. Donc, ça veut dire que tout mon projet va être dans mon container PHP. Du coup, je pourrai exécuter tout fichier qui va s'y trouver. Je peux aussi dire que pour lancer mon container PHP, j'aurai une dépendance avec ma base de données. Sinon, je ne pourrai pas enregistrer mes utilisateurs, vous l'aurez compris. Donc, je dirais qu'ici, je dépends de database. Et enfin, je peux préciser qu'on est dans le même réseau.
Autre chose, pour éviter des petites erreurs de permission, vous pouvez préciser l'utilisateur actuel en utilisant tout simplement l'utilisateur actuel. Donc, user ID, group ID. La dernière chose qui nous reste pour pouvoir accéder à notre application et finaliser avec cette configuration, c'est un serveur web. Le serveur web va intercepter toutes les requêtes de l'utilisateur et va les transférer vers PHP qui va exécuter le code et retourner le résultat. En production, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'habitude d'utiliser Nginx. Donc je vais créer un service Nginx et le port, pour y avoir accès, sur ma machine, on va accéder au port 8000, mais dans le container, ça sera le port 80. Quand vous mettez votre application en production, le port HTTP, c'est généralement le port 80 et le port HTTPS, c'est généralement le port 443. C'est pratiquement la même chose ici. Mon service Nginx aura aussi besoin d'accéder aux données qui sont sur mon projet. Donc ici, j'émettrai tout ce qui se trouve dans le dossier public. Rappelez-vous que sur un projet Symfony, le front-end controller se trouve dans le dossier public et c'est le fichier index.php. Nginx n'a pas besoin d'accéder à tout votre code source, il a juste besoin d'accéder à ce fichier qui se trouve dans le dossier public. Pour des raisons de sécurité, vous imaginez que si vous rendez tout votre code source disponible sur votre serveur web, quelqu'un pourrait tout simplement télécharger votre application en essayant d'accéder à des chemins. Donc pour éviter ça, on va aussi limiter l'accès en fichier de Nginx. Et là, on va dire que tout ça va aller dans le dossier var www public de Nginx, dans le container d'Nginx. Et c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Alors, Nginx, mon serveur web, doit se lancer uniquement si PHP est debout, parce que voilà, sinon on ne sera pas intercepté les différentes requêtes. Enfin, comme d'habitude, je vais préciser le réseau et je dirais qu'on est sur App Network. Si vous avez fait attention, vous avez remarqué qu'il manque quelque chose. Nginx est basé sur quoi exactement? Sur quelle image? Vous pouvez utiliser l'image officielle, mais moi j'ai l'habitude de me créer ma propre image pour avoir une certaine flexibilité sur la configuration. Donc je vais créer un nouveau dossier Nginx dans mon dossier Docker et je vais créer un nouveau fichier Dockerfile. Mais au-delà de créer le Dockerfile, je vais créer ma configuration par défaut d'Nginx que vous pourrez retrouver en description avec le code source. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier de configuration default.conf et je vais tout simplement utiliser ma configuration par défaut Nginx, une configuration que j'utilise sur tous les projets. On va écouter sur le port 80, le server name, ça sera localhost et le root directory, ça sera le dossier public comme je l'ai précisé dans ma configuration Docker Compose. J'attire votre attention sur la partie PHP. Donc, tout ce qui est PHP va s'exécuter avec PHP FPM. Donc, ici, quand je précise PHP 2 points, c'est tout simplement mon service PHP à ce niveau-là. Rappelez-vous, c'est important de garder ça à l'esprit. Voilà, maintenant que ma configuration est faite, je peux l'utiliser comme configuration par défaut pour Nginx. Pareil, ici, je vais créer mon image en partant de l'image officielle d'Nginx, évidemment. Nginx, et je vais prendre une version que j'utilise déjà, la 1.v7.1, qui est aussi basée sur Alpine. Et je peux tout simplement copier ma configuration par défaut, default.conf, vers la configuration d'Nginx, donc Nginx conf.d, et ça sera default.conf. Vous aurez pu faire ça directement dans le Docker Compose, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a cette possibilité-là aussi. Donc, une fois que ceci est fait, je retourne dans mon fichier docker.yaml, compose.yaml, j'y arrive, et je vais préciser que pour Nginx, on va construire en partant de Docker Nginx. Maintenant, ceci est fait, nous avons décrit avec du code notre environnement. Il faudrait maintenant exécuter les différents services pour avoir des containers qui tournent. Et pour ce faire, il y a la commande Docker Compose Up qui va lancer tous les différents services, construire les images s'il faut, et on aura accès à notre application, évidemment, en passant par tous les containers. Donc, en tapant la commande Docker Compose Up, ça va télécharger les images si ce n'est pas déjà le cas. Ça va construire les différentes images en partant de votre Dockerfile si c'est le cas. Donc, ça peut prendre plus ou moins du temps dépendamment de votre connexion Internet. Donc ici, moi, tout s'est bien passé. Vous voyez que
mon réseau a été créé, le volume a été créé et les différents containers ont été créés. Comme vous pouvez le remarquer, ce problème persiste. Il persiste tout simplement parce que j'ai lancé le serveur de Symfony en local qui tourne aussi sur le port 8000. Pour éviter ça, je vais couper ce serveur-là et comme ça, je vais tout lancer directement avec Docker Compose Up. Et là, vous verrez que tout se passe comme prévu, que la base de données s'est lancée et que tous les services sont debout. Alors, je vais relancer mon application qui est sur le port 8000. Et là, ça tourne, sauf que là, ce n'est plus la version PHP installée sur ma machine, mais c'est plutôt la version PHP qui est sur Docker. Maintenant que ceci est fait, comment est-ce qu'on va gérer la connexion à la base de données? Donc, si je vais sur la partie Login, j'aurai la possibilité de me connecter, mais l'utilisateur n'existe pas. Il faut donc que je lance les migrations. Sauf que je ne peux pas lancer les migrations sur la machine directement. Rappelez-vous, je suis dans un container et toute mon application s'exécute dans un container. Je dois donc lancer les différentes commandes dans le container et pas sur ma machine. Et pour ça, on a une commande Docker Compose. Vous précisez exec, le nom du container, ici c'est PHP, et on va utiliser bash. Là, je suis dans le container PHP et je peux donc taper les différentes commandes comme PHP bin console et vous voyez que tout s'exécute comme prévu. Donc, si j'essaye de taper la commande PHP bin console make migration, ça ne va pas fonctionner évidemment parce qu'on n'arrive pas à se connecter à la base de données. Pour ce faire, je vais rentrer au niveau de mon fichier .inv.local et je vais venir préciser que pour ma base de données, ce n'est pas une base de données Postgres, mais c'est plutôt une base de données MySQL. Donc, je vais commenter cette ligne et de commenter la ligne qui est juste au-dessus. Particularité, évidemment, comme on a configuré dans notre compose, ça sera root pour le nom d'utilisateur, root pour le nom pour le mot de passe. Et le serveur, on va directement utiliser le nom du service. Plutôt qu'utiliser une adresse IP, je peux directement préciser database. Et ces databases correspondent au nom qu'on a donné à notre service dans la base de données. Et comme c'est sur le même réseau, il saura résoudre ce nom-là et ça va fonctionner comme prévu. La base de données ici, ça sera la base de données app et tout devrait fonctionner. Sauf que cette base de données n'existera pas. Donc ici, je vais devoir créer la base de données. Et pour ça, je fais un coup de doctrine database create. Et il me dit can't create app database already exist. Super, la base de données existe déjà. Donc je peux tout simplement exécuter mes différentes migrations. Make migration. Et vous voyez que je tombe sur une erreur. C'est très difficile de débugger cette erreur, mais c'est tout simplement un problème de matching de version. Qu'est-ce que ça veut dire? Remarquez, dans mon docker compose.yaml, ma version de MariaDB, c'est la version 10.6.3. Mais quand je me connecte à la base de données, je précise ici que la version, c'est la version 10.11.2. Donc, vous devez faire correspondre les deux versions, sinon, il y aura toujours ce genre d'erreur. Très difficile à débugger, mais voilà. Au moins, vous n'aurez pas perdu votre temps à chercher de quoi il en retourne. Je retape la commande PHP bin console make migration et là, vous voyez que tout fonctionne comme prévu. Si je me rends dans mon dossier migration, vous verrez que tout a été créé comme il faut. Je peux donc exécuter ces migrations en tapant la commande PHP bin console doctrine migration migrate et j'aurai mon utilisateur en base de données. Et pour vérifier que tout fonctionne, je peux accéder à AdMiner en utilisant localhost 8082 dans mon navigateur. Et vous voyez que j'ai accès à localhost. Le serveur, ça sera database. Le nom d'utilisateur, ça sera root. Et le mot de passe root, la base de données, c'est app. Et je peux dire permanence login. Et une fois que je me connecte, j'accède bien à ma base de données. Je peux voir quelles sont les tables qui ont été créées. Et la table que je viens à peine de créer, c'est la table utilisateur. Et il n'y a rien à l'intérieur. Et tout ceci tourne avec Docker. C'est super génial parce que si je partage mon projet avec quelqu'un d'autre, il pourra accéder à tous ces outils directement juste en tapant la commande Docker Compose Up. Voilà, ceci fait, on peut aussi accéder à notre serveur de mailing. Donc, si je fais localhost 8085, vous verrez que j'ai aussi accès à Mail
Pit qui me permet de débugger mes mails. Alors, on va essayer de créer un utilisateur, mais avant, il faut connecter notre mailer au niveau de notre fichier .env. Le DNS, donc ici, ça ne sera plus nul/nul, ça sera plutôt smtp, j'arrive. Le nom du service, ici, c'est mailer. Le port, c'est 1025. Et vous n'avez pas besoin d'encryption et tout ce qui va avec. Donc, on peut se permettre de ne pas rajouter tout ça. Et voilà. Et d'ailleurs, là, c'est dans le fichier .env et ça ne dérange pas parce que c'est vraiment un environnement de développement. Je peux me permettre de mettre ces valeurs par défaut. L'idée est que si quelqu'un lance mon application, qu'il n'aille pas à se compliquer la vie avec la configuration des différents services d'environnement. Voilà. Ceci fait, je vais rentrer dans mon application. Je vais me rendre sur la page Register et je vais créer un compte. Register mettra test@test.com. Le mot de passe, ça sera 123 123 123, peu importe. Et je vais cliquer sur s'enregistrer. Et quand je clique sur s'enregistrer, normalement, je ne dois pas avoir d'erreur. Et là, j'ai une erreur parce qu'il dit qu'il ne connaît pas les différents authenticateurs. Je vais voir si le mail a été envoyé et ce n'est pas le cas. Ça, c'est une erreur dans le code généré par Symfony. Donc, temporairement, dans le registration controller, je vais venir enlever ça et je vais tout simplement faire un coup de return, redirect to root. Et ma route, ça sera app login. Voilà. Et vous voyez qu'à ce niveau, on envoie le mail avec le lien de vérification. On va voir si tout fonctionne out of the box. Je reviens sur mon application, j'actualise et je vais refaire l'inscription. Et vous voyez que rien n'a été reçu. Donc pour débugger ça, je peux venir regarder la dernière requête. Et au niveau de mon profiler, vous pouvez voir que parmi les mails sont bien envoyés, mais je ne les reçois pas directement. Je ne les reçois pas parce que ces mails, il n'est pas envoyé directement, mais il est queued. Donc, il est dans une file d'attente. Si vous voulez tester grandeur nature et voir les mails s'envoyer directement, au niveau de la configuration de Messenger, vous pouvez dire que pour tout ce qui est envoi de mail, donc ici dans le routing Sends Mail, vous allez dire que ça va utiliser le transport synchrone. Décommenter le transport sync pour l'activer. Et comme ça, j'aurai plus cette erreur-là. Voilà, dernier test, on va y arriver. Là, je suis retourné vers la page de connexion. Mais si je vois dans mon mailer, je peux voir que j'ai le mail qui vient d'arriver. Et je peux cliquer sur le lien pour confirmer mon compte et je pourrai me connecter. Donc voilà comment vous pouvez utiliser Docker Compose pour mettre en place tout ce que vous avez besoin comme outil pour que votre application fonctionne. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu grand-chose à faire, juste définir quels sont les différents services qu'on va utiliser qui sont importants pour notre application et on les décrit avec le code, c'est encore mieux. Parce que si quelqu'un récupère notre projet, il aura qu'à lancer la commande Docker Compose Up et tout va s'exécuter sur sa machine comme il faut et on n'aura plus l'excuse de ça marche sur ma machine. Maintenant, il suffit d'installer Docker et ça marchera partout où Docker est installé. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à liker et t'abonner si ça t'a plu et moi je te dis à la prochaine.